France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. George Sand, histoire de sa vie. Mais comment Aurore Dupin est-elle devenue George Sand ? Voici la généalogie d'une écrivaine, une femme de lettres à l'écoute de son temps, à l'écoute des mares et des forêts aussi. De Nohant à Paris, de Majorque à Venise et ailleurs encore, au siècle des révolutions. Elle est née en 1804, elle meurt en 1876, à 61 ans. George Sand prend part au débat public et s'engage pour la liberté et le progrès social. Elle qui a vécu tant de vies. Moi qui ai vécu tant de vies, je ne sais plus à quel type de candeur ou de perversité appartient ma ressemblance. Quelques-uns diront que je suis Lélia, mais d'autres pourraient se souvenir que je fus jadis Sténio. J'ai eu aussi des jours de dévotion peureuse, de désirs passionnés, de combats violents et d'austérité timorée où j'ai été Magnus. Je puis être Traîne-Mort aussi. Magnus, c'est mon enfance. Sténio, ma jeunesse. Lélia est mon âge mûr. Traîne-Mort sera ma vieillesse, peut-être. Tous ces types ont été en moi. Pauline Ziadé, dans le cours de l'histoire, merci vivement, qui nous disait ici cette lettre à François Rollinat. Nous étions avec George Sand le 15 juin 1833. Et pour nous parler de George Sand et ouvrir cette série d'épisodes consacrés à cette femme qui a fortement marqué notre histoire et notre littérature, José Luis Diaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de littérature française à l'université Paris-Cité et vous êtes de ceux qui connaissaient le mieux George Sand, l'auteur notamment de Moi qui ai vécu tant de vies. On l'a entendu, c'est une citation de George Sand et ses Métamorphoses. C'est publié chez Champvallon. Et Martine Reid, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en langue et littérature française à l'université de Lille. George Sand, vous la connaissez tout aussi bien. Vous avez exploré ses œuvres. La pluralité de ses vies, c'est quelque chose que l'on peut mettre en avant. Elle a vécu tant de vies. Martine Reid. Oui, tout à fait. Elle a vécu tant de vies, adopté toutes sortes de positions. Le temps d'éclosion, l'arrivée à Georges, puisque ça va être l'un des sujets de notre conversation d'aujourd'hui, a été long, difficile, paradoxal aussi. Sa situation est unique à tous égards. Et puis ce contexte aussi, José Luis Diaz, il faut la replacer dans son temps. C'est une femme du 19e siècle, à l'écoute de ce qui se passe au 19e siècle, mais héritière aussi de longues traditions. Ce sont des effets de génération aussi. Tout à fait. Elle s'inscrit dans une longue histoire. Elle s'inscrit dans l'histoire par sa grand-mère, paternelle. Elle remonte très au fond du 18e et par sa petite fille, Aurore, elle couvre le début, l'ample moitié du 20e. Donc il faut la voir comme effectivement à la fois une femme qui avait beaucoup de vie, mais beaucoup de siècles. Oui, plusieurs siècles. Nous faisions à Nohant récemment un colloque dont le titre était George Sand, une femme siècle. Oui, mais on peut mettre le siècle au pluriel. Voilà. Ah oui, mais parce que Martine Reid, ce siècle-là, c'est un siècle de métamorphose et les contemporains, George Sand, la première, a vu le monde changer sous ses yeux. Nous sommes après la Révolution française. Elle naît au début de l'Empire. C'est le grand épisode napoléonien. Et puis, économiquement, socialement, tout se transforme autour d'elle. En littérature aussi, par les créations. Elle est à l'écoute de ces multiples transformations. Oui, tout à fait. C'est peut-être l'une des choses les plus remarquables. C'est cette plasticité de l'œuvre de George Sand. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement attentive à tout ce qui se passe dans tous les domaines, littéraires, politiques, philosophiques, existentiels. Elle ne cesse pas d'interroger son temps et elle le fait de diverses manières, à la fois dans la presse, par le roman, par certains essais, par des implications personnelles dans les grands combats du temps. C'est une sorte de Victor Hugo en jupon. Et je pense que la comparaison avec Victor Hugo, pour l'empan aussi du temps qu'elle occupe en littérature et pour sa forte présence, que personne n'ignore, rapidement en tout cas, est tout à fait singulière. Victor Hugo s'était trompé quand il écrivait « Ce siècle avait 2 ans ». Il est en 1802, ce siècle n'avait pas 2 ans. Et George Sand, ce siècle avait 4 ans pour suivre Victor Hugo. Mais les métamorphoses, et je reprends ce que l'on trouve dans le titre de votre ouvrage, José Luis Diaz, c'est cela aussi George Sand, c'est cette capacité à se changer selon les circonstances, les moments, parce que les temps changent. Et ça va très vite au 19e siècle.
Absolument. C'est cette capacité de réinvention, de réinvention personnelle, mais se réinventant elle-même, elle réinvente à sa manière aussi la littérature et le romantisme, où elle se glisse initialement avec pas mal de résistance, faut-il le rappeler, mais elle se réinvente, elle réinvente les façons d'être femme, d'être écrivain-femme. Tout cela est en chantier dès qu'elle arrive dans le paysage. Martine Reed, vous êtes l'autrice de Du sexe et la littérature. C'est publié chez Gallimard, avec ici l'importance à accorder à la place de George Sand, Georges sans S. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ce nom qui nous permet de replacer cette autrice dans l'univers des autrices du 19e siècle. On est aussi à un mouvement assez rapide de bouleversement sur la place des femmes dans la littérature. Ah oui, ce qu'on observe, c'est qu'au fond, entre la Révolution et les années 1830, le nombre de romancières, alors on va s'en tenir aux romancières, a à peu près doublé. Et donc, George Sand prend aussi sa place, avec d'ailleurs non sans conflit et paradoxe, là aussi, dans un ensemble. Et elle va très habilement et de manière, à mon sens, extrêmement ingénieuse, jouer sur cette hésitation masculin-féminin, ou en tout cas avec son souci de réunir le masculin et le féminin pour une posture entre toutes originale. Et assurément, ses débuts en littérature, et on va finir par y arriver, ses débuts en littérature sont tout à fait symptomatiques de la position d'une femme en littérature. À cet égard, ça ressemble certes à celle des grands écrivains, mais pas tout à fait. On va le voir. C'est ce qui nous donne envie, en fait, de vous suivre l'un et l'autre, Martine Reed, José Luis Diaz, aujourd'hui dans le cours de l'histoire, pour comprendre comment Aurore Dupin est devenue George Sand. Mais commençons par le début, la naissance. Le 1er juillet 1804, naissait à Paris Amandine Lucie Aurore Dupin de Franqueuil, future George Sand. Fille d'un officier de l'armée d'Italie, elle avait 4 ans quand il mourut d'un accident de cheval. Elle vécut alors entre sa mère, née Victorine de Laborde, et sa grand-mère au château de Nohant. On lui donna pour précepteur un certain Deschartres, ancien précepteur de son père. À 8 ans, elle faisait déjà des rédactions. À 12 ans, elle entrait une sur ce sujet. Une nuit au clair de lune, qui plaît à sa grand-mère, mais dont sa mère lui dit: tes belles phrases m'ont fait bien rire, car les deux femmes n'étaient jamais du même avis. Finalement, la bru s'en alla, laissant sa belle-mère s'occuper d'Aurore, ce qui n'était pas une sinécure. Aurore courait les buissons avec les petits paysans, prétendant qu'elle n'avait pas besoin d'être savante. Aussi fut-elle expédiée en 1817 à Paris, au couvent des Augustines anglaises, où elle resta 2 ans. Très dissipée la première année, elle traversa la seconde une crise de piété et rêva d'entrer en religion. La grand-mère, quelque peu voltairienne, la retira du couvent et, n'ayant pas réussi immédiatement à la marier, la ramena à Nohant en 1820. C'est Gabriel Timori que nous entendions ici en 1954 dans l'émission Heure de culture française. Gabriel Timori, dramaturge, scénariste, enfin un auteur, journaliste aussi et conférencier, nous l'entendons, qui nous présente. Alors, la généalogie. Décryptons cela. La figure du père, déjà. Qui est ce père absent qui meurt très jeune pendant les guerres napoléoniennes? Il ne meurt pas, il meurt d'une chute de cheval, oui, c'est bien cela. Il ne meurt pas au combat directement. Martine Reed, quel est ce père? L'histoire est complexe et George Sand va inlassablement revenir sur cette figure paternelle disparue plus tôt. Le geste le plus intéressant peut-être, c'est qu'elle commence, Histoire de ma vie, avec une publication de la correspondance du père. On sait aujourd'hui, puisque les lettres ont été conservées, qu'elle va les enjoliver considérablement, qu'elle va y placer des citations qui n'y sont pas à l'origine, qu'elle va dissimuler certains épisodes
épisode un peu moins reluisant, et qu'elle va donc ériger cette statue. L'histoire de ma vie commence par vraiment ce monument qui occupe un petit quart de l'ensemble, monument qui place le père en figure absolument décisive, centrale. C'est aussi la figure la plus prestigieuse des deux, entre la mère et le père, évidemment, le grand homme, c'est lui. Le grand homme, c'est lui, José Luis Diaz, ne serait-ce que par la lignée, la généalogie. Du côté paternel, George Sand descend d'un maréchal de France, et pas n'importe lequel, c'est Maurice de Saxe. Oui, la descendance paternelle est redoutable, impressionnante presque, et effectivement fait ressortir d'autant plus l'antithèse avec la pauvre Sophie Victoire qui n'est qu'une fille d'oiseleur parisien. La maman. C'est ça qui est intéressant. C'est pas tellement que l'un soit là et l'autre là, c'est la différence. Hein. C'est comme ce que Martine disait tout à l'heure sur la question des sexes. Hein. Elle joue à la fois là aussi. Vous voyez, dès qu'il y a une façon de s'inscrire, soit ouvrière, fille d'ouvrière, mais descendante d'aristocrates, soit homme, soit femme, hein, c'est la même chose, hein, c'est le même système, c'est la même structure en quelque sorte. Hein. Ne pas choisir, ne pas se carrer quelque part, mais circuler, être dans l'invention par rapport à des postes possibles dans la littérature, mais aussi dans la vie, hein, parce que bien sûr, Sand c'est un écrivain, mais c'est aussi une inventrice de vie, hein, à mes yeux. C'est pour ça que j'ai mis ce titre au livre que je viens de publier. Les Métamorphoses, moi qui ai vécu tant de vie, avec ici la géographie, un lieu, Nohant, qu'il faut citer parce que cela contribue à cette construction-là, vous venez de nous le dire, hein, populaire d'un côté par la maman, la haute aristocratie de l'autre par le père, et puis les genres, et puis Paris et hors de Paris. Nous nous trouvons où à Nohant ? Nous nous trouvons à Nohant dans l'Indre. Elle y passe la majeure partie de sa vie. En réalité, elle y grandit, mais aussi elle va y revenir très régulièrement et en réalité essentiellement faire de brefs allers-retours à Paris, notamment sous le Second Empire quand elle s'occupe de théâtre. Mais c'est vraiment Nohant qui est la maison. Et justement, on s'était rappelé tout à l'heure, c'est une maison qui remonte au XVIIIe siècle, au moment où la grand-mère en fait l'acquisition, autour de la Révolution française, et ensuite, puisque tout dit le XVIIIe siècle dans cette maison, et l'intérêt de George Sand sera aussi, et on fait bien en effet de signaler cette oscillation continue entre une époque, une posture et une autre, une prise de position aussi. C'est la même chose avec Nohant, parce que Nohant rappelle le XVIIIe siècle de manière tout à fait spectaculaire, et on sait qu'elle a peu changé de choses dans la maison. Elle n'est pas arrivée dans la maison en transformant tout une fois que cette maison lui est revenue par mariage. Puis la figure de cette grand-mère, hein, qui est quand même absolument essentielle pour saisir qui est George Sand. Nous pouvons la présenter, cette grand-mère, José Luis Diaz. C'est quelqu'un d'assez étonnant toujours, mais ces figures de grand-mère, c'est formidable parce que ça échappe à l'autorité des parents. Les grand-mères, ça a plus de proximité avec les petits-enfants et les petites-filles en l'occurrence. Oui, mais c'est une grand-mère très 18e siècle et très, très aristocratique, hein, et qui n'est pas du tout la grand-mère poule qu'on imaginait. C'est pas du tout le genre, hein, de la maison. Elle vous voit, hein, sa petite fille, et elle l'adresse aux bonnes manières et d'une façon assez rude, hein, quand même. Et du coup, il y a deux éducations, hein, l'éducation donnée par la grand-mère et celle qui est donnée, ou laissée à la dérive par la mère. Hein, donc la grand-mère existe beaucoup, a une très grande place. Elle meurt en 1821 déjà, hein, et donc elle laisse la petite Aurore libre avant même qu'elle ait pu entrer ou imaginer entrer en littérature. Elle a commencé déjà à écrire des lettres, hein, et la correspondance, ce qui nous en reste de la petite fille et de sa grand-mère est intéressante. Bon, cette figure est essentielle effectivement parce que elle ancre Aurore dans une histoire, hein, et les lectures jeunesse d'Aurore viennent de sa grand-mère. Hein. La bibliothèque, elle est de la grand-mère aussi. Elle existe, elle est imposante, et tout le 19e siècle, il débarque en quelque sorte. Et George Sand naît en littérature au XVIIIe siècle. Avec ici Martine Reed, cette figure de la grand-mère et la bibliothèque de la grand-mère, c'est-à-dire la bibliothèque de Nohant. C'est d'ailleurs cette vivacité qui nous interpelle, hein, de cette jeune fille, Aurore Dupin, qui a accès à des livres exceptionnels. Surtout, on lui laisse lire ses ouvrages.
On lui laisse lire ses ouvrages, mais elle aurait pu être relativement indifférente à cette bibliothèque, évidemment. Donc rien n'explique de façon absolue le génie qui va finir par surgir avec... un vrai débordement de prose. Au départ, il n'y a au fond rien qui l'y prépare particulièrement. Il n'y a pas de signe non plus. Alors on peut toujours avoir une vision téléologique et dire, mais enfin... Il y avait justement ce qu'on a entendu tout à l'heure, les premiers écrits, etc. Tout le monde peut faire ça et on n'en devient pas George Sand pour autant. Je pense qu'il y a une part de mystère et ça reste la beauté au fond des grands écrivains et écrivaines. Comment leur vient le génie ? On peut collecter quelques signes, mais malgré tout, c'est énigmatique. José Luis Diaz vient d'évoquer ici l'importance de la correspondance. Et d'ailleurs, pour replacer une écrivaine dans le monde artistique, dans le champ de la littérature, Martine Reed, Le sexe de la littérature que vous publiez, la correspondance, nous le savons, a longtemps été l'apanage des femmes. On les autorisait à écrire beaucoup. Et je renvoie à la série du cours de l'histoire à retrouver sur France Culture et l'appli Radio France consacrée à Sévigné, Madame de Sévigné. Voilà, il y avait de ça. Pour le dire autrement, vu que cette petite Aurore est éduquée comme on doit éduquer une bonne petite fille avec un destin tel qu'on l'imagine, elle doit savoir écrire et elle doit savoir tenir une correspondance. Oui, alors je ne sais pas si pour les correspondances, elle a vraiment appris à tenir des lettres. C'était la pratique courante et je nuancerais pour ma part un peu cette position parce que quand on regarde les grands écrivains contemporains de George Sand, ils ont tous tenu très tôt des correspondances. Donc la correspondance fait partie des formes de sociabilité très largement répandues. Le modèle reste Sévigné, bien sûr, et donc ce qui féminise d'emblée cette pratique, mais force est de constater que des correspondances, on en a en abondance pour les écrivains du 19e siècle aussi. Mais peut-on dire que dépasser la correspondance est plus difficile quand on est femme que quand on est homme pour explorer d'autres genres de la littérature ? Ça, ce n'est pas tout à fait sûr, parce que malgré tout, il y a dans l'histoire de la critique littéraire des assignations génériques tout à fait intéressantes à observer, et notamment le fait que les femmes se sont vues très tôt, dès la fin du XVIIe siècle, assigner le roman. On a considéré que le roman, au fond, ne demandait pas de compétences particulières, ce qui était une vue très raccourcie sur le sujet, et que puisque les femmes avaient de l'imagination, et alors là, de l'imagination à revendre, eh bien, le roman leur convenait particulièrement. Elles savaient inventer des histoires, elles savaient raconter. Et donc, on en a fait une forme féminine. Force est de constater que ça a marché, puisqu'elles sont les plus nombreuses dans la forme romanesque, en effet. Mais avant d'écrire, il faut lire, beaucoup lire. En avant. Vraiment, ici, avec George Sand, quelque chose de foisonnant. Il n'y a pas un chemin tracé comme une évidence dans ce qu'elle va lire. Nous sentons qu'elle va partout, elle picore tout. Des auteurs lui plaisent plus que d'autres, mais elle connaît toute cette bibliothèque de Nohant, celle de sa grand-mère. Oui, elle continue en plus à lire ensuite constamment. On oublie cela. On a l'impression. Elle donne l'impression. Elle donne parfois elle-même l'impression. Elle en rajoute sur sa facilité, sur sa non-professionnalisme, sur la façon qu'elle a de vivre à Nohant comme une campagnarde qui fait des sirops et des confitures et qui n'écrit que le soir distraitement. C'est une fiction, bien sûr. C'est une fiction que tout le monde a prise. Travaillant sur l'édition de l'Elia récemment et retrouvant un petit peu quelques sources qui n'avaient pas été remarquées jusqu'à moi, j'ai démontré dans l'édition qui vient de sortir, qui n'était pas dans l'édition de la Pléiade, parce que j'en ai fait 2 successivement, et j'ai trouvé des choses ensuite, mais des choses qui viennent de ses lectures, et des lectures qui sont très spécifiques. Alors là, je ne suis plus cette fois-ci dans l'histoire littéraire, la grande histoire littéraire, Rousseau, Montaigne, Chateaubriand, la grande découverte, le grand flamboiement, comme elle dit, mais je suis dans des choses très communes. Pour lancer l'Elia, il se trouve que elle a dû lire à coup sûr la France littéraire en 1833 dans un cabinet de lecture à Parisien, parce qu'elle n'achète pas la France littéraire, elle n'y est pas abonnée, j'en suis sûr, pour trouver quoi ? Le personnage de Tremnor, évoqué par Ballanche. Bon, alors elle a lu ça, et par ailleurs, le mot même, le titre même de l'Elia vient d'une de ses lectures dans le cabinet de lecture, petite revue discrète,
tout à fait ordinaire même, mais où il y avait déjà, écrite par un écrivain anglais et traduite, une histoire de Délia. Délia, dit le titre, en fait, c'était par erreur, c'était bien une histoire de Lélia déjà. Elle a attrapé dans ce texte-là, donc ça veut dire qu'elle dit sans arrêt. Ça veut dire qu'il faut imaginer Sand imprégné de la culture du temps et de celle d'avant aussi, et pas du tout comme celle qui arrive comme ça et qui séduit tout le monde avec rien. Cette édition de Lélia de George Sand que vous portez, José Luis Diaz, est publié chez Folio Classique avec Martine Reed. Effectivement, ces inspirations multiples, nous sommes face à une personne, mais comme nombreuses en son temps, qui lisent beaucoup. On passe beaucoup de temps à lire. Oui, on passe beaucoup de temps à lire et il y a peut-être justement une spécificité féminine aussi de la lecture qu'on peut rappeler. Parce qu'au fond, George Sand va dire dans l'histoire de ma vie, je ne pense pas qu'il y ait une supériorité innée du masculin sur le féminin, je cite de mémoire, mais en revanche, nous, les femmes, avons une éducation incomplète et nous n'aurons jamais la tête faite comme celle d'un bachelier. Donc elle remarque bien que la question de l'éducation est centrale, que cette éducation, elle l'a reçue, certes, elle a reçu une éducation, mais quand même assez fantaisiste, disparate aussi dans les différentes influences, et la voilà lisant, comme une sorte de formidable rattrapage, et elle est loin d'être la seule, puisque l'autodidaxie, le côté je lis, on l'entendra chez la majorité des écrivaines du temps, et après on l'entendra encore chez Colette. C'est-à-dire que les petites filles n'ont pas accès aux mêmes études que les petits garçons. Les petites filles ne vont pas au collège, qui est le grand moment de formation. On fait du latin, du grec, on apprend à écrire, on simule des débuts de tragédie, etc. Tout ce laboratoire de la littérature qu'on entendra valoriser chez l'ensemble des écrivains de son temps, il est inexistant chez George Sand. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques aussi, c'est que de vrais projets pour devenir écrivaine, on n'en trouve pas chez elle. Ah oui, il n'y a pas ici la trace de premiers écrits très jeunes. Premiers écrits, certes, mais il faut voir que même si on est une excellente épistolière, et on peut être une remarquable épistolière, elle l'est, autrement assurément que ses compagnes de couvent auxquelles elle écrit, même si on est une excellente épistolière, on ne devient pas nécessairement et automatiquement George Sand. Et donc, bien sûr qu'il y a des mouvements qui vont dans le sens mais on n'a pas, en revanche, de plan véritable. Si on compare, par exemple, les débuts de la correspondance de Stendhal avec celle de Sand, ce qui est frappant, c'est que Stendhal, il se voit en auteur futur. Et il raisonne, et il se demande comment y parvenir, et il s'interroge, et la gloire, il veut être le Molière de son siècle, etc. Ces modèles-là sont inexistants au féminin. Donc, chez George Sand, il y a deux choses, je trouve, frappantes. La première, c'est qu'elle veut gagner sa vie. Et ça, pour une jeune fille de l'aristocratie, de cette aristocratie matinée de populaire, disons, ou de classe modeste, ça c'est nouveau. Et l'indépendance passe par le fait qu'on gagne sa vie. Alors que faire est une autre question. Et donc, par ailleurs, il n'y a pas, à proprement parler, de grands projets sur un jour je deviendrai célèbre grâce à la littérature, je veux être Chateaubriand ou rien, etc. José Luis Diaz. Oui, je confirme effectivement cette absence de projet initial. Cela étant, très vite quand même, ce que je montre, c'est que le désir d'écrire, le désir d'être reconnu comme écrivain, monte en puissance. Ça commence comme son entrée à la littérature commence comme une lettre qui continue. Hein. C'est l'écriveuse, comme elle disait. Elle disait pas épistolière, elle disait écriveuse. Je suis une écriveuse. Ou telle de mes compagnes n'était pas très écriveuse, je l'étais beaucoup. Hein. C'est l'écriveuse qui va devenir écrivain. Et pour moi, effectivement, la transition par la correspondance est importante. Hein. Je pense que c'est une femme qui écrit bien des lettres, qui est remarquée par ses compagnes de couvent, à qui elle continue d'écrire des lettres après la sortie du couvent, et qui a ce talent d'écrire, et son entrée en littérature se fait glissando, je trouve, hein, initialement, sans y croire, sans le savoir presque, hein, mais aussi avec une autre contribution qui est, non pas encore le roman, parce que le roman, il est loin encore, mais des écrits intimes
intimes, des autobiographies, enfin, des tentatives d'écriture de soi. Hein, elle écrit sur un calepin vert. Hein, et voilà, ça commence comme ça quand même. Ça commence par des écritures qui ne sont pas ordonnées en fonction, bien sûr, d'un but sublime à atteindre. J'ai dans mon propre livre un chapitre qui fait le parallèle entre l'entrée en littérature de Sand et celle de Balzac. Et le programme de Balzac et le programme de Sand, on peut bien sûr, l'exemple de Stendhal est aussi bon, hein, mais là, cette fois-ci, nous avons tout à fait des manières tout à fait différentes d'imaginer l'entrée en romancie cette fois-ci. C'est-à-dire comment imaginer le roman, comment se construire comme romancier. Chez Balzac, c'est très déterminé, c'est très conscient, avec une théorie déjà du roman comme une forme philosophique, ou quasi-philosophique, ou paraphilosophique, d'emblée, très vite, très juste. Et chez Sand, non, bien sûr, elle y entre par des récits qu'elle fait à ses compagnes de couvent, des lettres adressées à Jeanne Bazoin, pour l'essentiel, qui est une des compagnes d'élection. Hein, et les premiers écrits sont des lettres, restent encore des lettres, hein, me semble-t-il. Martine Reed, elle constitue peu à peu son univers, on l'entend bien ici par tout ce qu'elle peut lire, et dans le même temps, voilà, il y a, mais ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, il n'y a pas ce plan en disant je serai romancière. Il n'y a pas ce plan, et dans un sens, historiquement, il ne peut pas exister. Ce n'est pas possible qu'elle puisse se projeter, on ne trouve pas d'autres exemples d'ailleurs, de femmes qui se projeteraient très tôt dans une carrière littéraire. L'intérêt de George Sand, c'est effectivement qu'on peut dire, elle écrivait des lettres admirables, elle a travaillé un journal de voyage en Auvergne, par exemple. Elle se rend en voyage et elle a quelque chose à écrire. Je pense qu'il y a des grands-mères qui ont pu, des arrière-grands-mères qui ont pu, chez nous aussi, écrire des petites choses comme ça, féminines, assurément, l'écriture de soi, tout ça. Et au fond, c'est encore trop peu pour expliquer une sorte de miracle, comme ça se passe avec les très grands auteurs, écrivains et écrivaines. Tout d'un coup, ça y est, après des gammes préparatoires somme toute assez brèves, le travail avec Sandeau, la voilà produisant un roman qui est déjà abouti dans sa forme de toutes les façons. Le premier roman, 1832, Indiana. Avec ici, vous avez raison de le dire, hein, Martine Reed, si tous les gens qui avaient pu écrire dans leur jeunesse des récits de voyage ou des ébauches de romans étaient romanciers ou romancières, il y en aurait beaucoup. Parce que tout ça, ça reste dans les tiroirs et puis ça ressort quand la personne devient connue. On peut dire tout de même un mot de Jean-Jacques Rousseau dans cette histoire. Rousseau est-il une source d'inspiration importante pour George Sand ? Oui, essentiel, absolument. Elle le revendique constamment, elle écrit sur lui aussi. Donc Rousseau, les différents Rousseau d'ailleurs, hein, pas uniquement. Il y a plusieurs Rousseau. Hein, et là aussi, George Sand, il y a plusieurs vies. Rousseau, de sa façon, plusieurs écrivains, plusieurs auteurs. Hein. Donc à la fois le Rousseau, bien sûr, intimiste, le Rousseau autobiographe, celui des confessions, le Rousseau des rêveries, le Rousseau de l'Émile, hein, l'éducation, la pédagogie rousseauiste. Là, bien sûr, le Rousseau politique, celui du contrat. Tous les Rousseaux sont convoqués selon les actes, bien sûr. Il faudrait avoir le temps de déplier cela, mais c'est pas le but du jour aujourd'hui. Rousseau compte beaucoup. Voltaire comptait aussi parce que c'était le grand écrivain de sa grand-mère. Et donc il y a eu aussi un dialogue entre la petite fille qui se laissait séduire par Jean-Jacques et la grand-mère qui restait une royaliste voltairienne ancienne et qui réprouvait les mauvaises manières de ce valet qui était Jean-Jacques à leurs yeux. Hein, voilà, parce que nous avons ici une jeune femme entre deux mondes, en fait, entre Voltaire, Rousseau, le monde d'avant la Révolution française, mais à l'écoute de ce qui se passe en son temps. On a cité Chateaubriand, entre autres, à Martine Reed. C'est vraiment cela aussi qui fait, pour essayer de comprendre comment Aurore Dupin devient George Sand, c'est qu'elle est à l'écoute de tout, du passé et de son présent. Oui, de façon tout à fait remarquable et parfaitement ingénieuse, puisqu'elle va, dans sa matière romanesque à venir encore, filer très habilement toutes ces questions, toutes ces lectures qu'elle a faites, des questions qui sont politiques, des questions qui sont littéraires. Ça va petit à petit surgir. Et effectivement, le parallèle avec Balzac est très éclairant, Balzac ou Stendhal, parce que la voilà sans modèle particulier, sans projet particulier. Il va se passer par l'écriture. Et ça, c'est tout à fait remarquable aussi.
Mais dis donc, et le temps passe. Voici que la jeune fille que nous présentons grandit, et voici qu'elle se marie. Déçue par Casimir, elle a noué avec Aurélien XVI une liaison chaste mais enfiévrée. Aurélien avait 26 ans. Aurore l'avait subjugué avec son teint doré, ses cheveux noirs et ses yeux sombres. Elle avait failli se donner à lui, c'était au dernier moment reprise. Ils avaient échangé des lettres brûlantes. Et puis, un peu plus tard, elle avait eu un amant, Stéphane de Grandsagne. Une petite fille était née, Solange, que Casimir avait endossée. D'ailleurs, depuis lors, elle refusait son lit à M. Dudevant. Il s'était réfugié dans des liaisons ancillaires et avait souffert. Beaucoup. Et ici, nous avons, ça y est, le nom du mari. Nous avons Casimir Dudevant. Le mariage, c'est quand? C'est au début des années 1820. Elle est jeune, hein, elle a 18 ans. 18 ans, oui, Ouais, 18 1822. Oui. 18 ans, elle est très jeune. Est-ce un mariage avec quelqu'un qui la conduit plutôt du côté paternel, on l'a dit, cette aristocratie, ou alors un mariage d'amour, un mariage qui pourrait juste s'expliquer par une rencontre? Non, c'est un mariage qui n'est rien de tout cela. C'est un mariage qui consiste essentiellement à fuir l'influence de sa mère. L'essentiel, c'est ça. La grand-mère vient de mourir en 1821, fin 1821, et le mariage se fait fin septembre 1822, si je me souviens bon. Donc très vite après. Et pour fuir l'influence néfaste de cette mère qui est sans doute assez hystérique, nerveuse, qu'elle juge ainsi en tout cas, et qui est aussi dominatrice par rapport à elle. Et donc l'occasion, la rencontre de ce Casimir, qui est un jeune lieutenant bâtard, en plus, donc c'est pas non plus une très grande famille. Le côté militaire lui rappelle son père, sans doute. Voilà, il y a une petite connivence là, mais très vite, malheureusement, le couple dysfonctionne, et une première naissance, celle de Maurice, cette fois-là. Jusque-là, Aurore essaie de faire la gentille maman, essaie de faire contre mauvaise santé de mon cœur, se pose comme une bonne mère, mais ça ne tient que quelques mois, à peine quelques années, et ensuite, bien sûr, la dissension l'emporte. Le mari ne pense qu'à chasser, boit, fait la fête à Nohant, trouble toute concentration possible dans le petit château en question, et donc la dissension n'est pas simplement sentimentale, sexuelle, mais aussi intellectuelle, bien sûr. Aurore, lorsqu'ils rompent, essaie d'éduquer son mari, de faire la formation permanente de son mari, lui organise un programme de lecture qui, bien sûr, s'avère incapable. Casimir s'avère incapable de le suivre très vite. Martine Reed, c'est vrai que c'est un mariage qui peut laisser la jeune Aurore extrêmement déçue, parce que si elle souhaitait échapper à l'emprise d'une mère, ne serait-ce que par la juridiction, une femme est sous l'emprise de son mari, et donc elle n'a pas eu son père qui est mort très jeune, mais là d'un seul coup elle se trouve complètement sous domination. Tout à fait. Je pense que c'est sans doute la chose qui va aussi l'amener à réfléchir sérieusement et à voir comment elle va pouvoir se sortir de ce piège. C'est-à-dire qu'elle voit qu'au fond, toute indépendance est impossible. Elle est impossible juridiquement. C'est lui le maître, c'est lui qui est devenu propriétaire de Nohant. D'ailleurs, à Nohant, il imagine de couper une allée qui était bordée d'arbres, de couper ces arbres-là, de transformer le jardin, et elle est effarée de sa possibilité à elle, de son impossibilité à elle de faire quoi que ce soit dans ce genre. Donc, les déclarations du début des années 30, quand elle dit, en 33, si je me souviens bien, la condition féminine a besoin d'un Spartacus et je serai ce personnage, c'est le résultat évidemment de considérations multiples, d'observations. Alors on peut observer et là aussi ne pas nécessairement passer à l'action ensuite, mais dans son cas c'est certainement un épisode, tout le monde l'a dit, qui est déclenchant. C'est-à-dire qu'elle se trouve prisonnière, comme le sont les femmes de son époque, ni plus ni moins, dans une situation qui n'est pas franchement inconfortable non plus, à l'évidence, mais
ça va gêner de plus en plus. Oui, parce que le divorce qui avait été autorisé au moment de la Révolution française est supprimé en 1816, oui. voilà, la Restauration. Donc, elle est ici complètement sous la domination d'un mari avec qui ça ne se passe pas bien, mais elle écrit. Elle écrit, et c'est dans ce contexte-là qu'elle offre son premier roman. Ralph, s'il te plaît, peux-tu mettre une bûche de plus dans la cheminée? J'ai froid. Voilà, Indiana. Merci. Les enfants Indiana, vous avez donc toujours froid? Nous ne sommes encore qu'en automne. Il a plu toute la journée. Cette pluie est glaciale. Ces créoles sont insupportables. La maîtresse et la servante se plaignent perpétuellement du climat parisien. Mon cher Georges, vous oubliez souvent qu'Indiana et Moon sont nés et ont été élevés à l'île Maurice. Indiana, vous finirez par mettre le feu à la maison à force de faire des feux d'enfer. Vous réchauffez-vous au moins, maintenant? Oui, je vous remercie. Ophélia. Ah, viens, ma belle. Qu'est-ce que tu voudrais? Un morceau de sucre. Un tout petit alors. Cette chienne est donc tout à fait installée au salon. Au chenille, Ophélia. Au chenille. Allez, dehors! De grâce, Georges, ne la tuez pas, voyons. C'est un reproche que vous ne m'avez pas épargné depuis que j'ai eu le tort de tuer votre épagnol à la chasse. C'est pourtant pas une grande perte. C'est une occasion de me blâmer, de me faire passer pour une brute. Je déteste voir pleurer autour de moi. Vous ne me voyez jamais pleurer. C'est vrai. Mais je vous vois souvent les yeux rouges. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. En 1832, ce roman de George Sand, le premier. Alors ici, c'est une adaptation radiophonique en 1970. L'émission, c'était Petit théâtre de nuit. Ce roman, c'est Martin Reed. Indiana ou Indiana? Ici, ils disent Indiana, vous dites Indiana. Je n'ai pas d'idée Alors, préconçue vous- là-dessus. Non plus d'idée préconçue. José Luis Diaz non plus, pas d'idée préconçue, on peut dire les deux. Tout est possible. C'est possible, oui, c'est Ce n'est pas une je dirais. question qu'on se pose, Non. nous, pour l'instant en tout cas. Bon, vous Il y dites aura comment d'autres vous débats sans doute. José Luis Diaz, vous dites comment vous? Comment? Vous le prononcez comment? Indiana. Indiana, donc on dira Indiana dans le cours de l'histoire. Oh non, mais nous avons les spécialistes, profitons-en. Martin Reed, quand on entend ici cette adaptation d'Indiana, il y a quand même quelque chose de très triste pour ce personnage, et on l'a entendu, hein, chasseur aussi. Dites donc, ça semble être des échos à son existence même. Oui, assurément. En même temps, nécessairement, la vie est comme l'ombre portée sur le projet romanesque, mais il y a un vrai projet romanesque. Après tout, il y a eu justement des gammes préparatoires, le travail qu'elle a fait avec Jules Sandeau, et on sait que Jules Sandeau en fait, n'a pas fait grand-chose, que c'est plutôt elle qui a conçu les histoires, le commissaire, puis Rose et Blanche, ou la comédienne et la religieuse. Donc ces textes-là, c'est déjà du George Sand justement un peu mêlé d'influence de Jules Sandeau, qui est toujours là. Et puis, il y a un vrai mouvement d'autonomie, et elle va construire ce roman qui va immédiatement être perçu comme un chef-d'œuvre, comme quelque chose d'exceptionnel. On va se demander, avec cette signature problématique, qui en est l'auteur. Et elle-même va beaucoup s'amuser au début du fait qu'on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, qui c'est ce G. Sand, qui figure sur la couverture, etc. Avec ce roman de 1832, nous sommes obligés de remonter juste 2 ans plus tôt. C'est pas tellement long, en fait, cette aventure-là. C'est la rencontre avec Jules Sandeau. Qui est-il quand il rencontre celle qui n'est pas encore George Sand? Nous sommes en 1830. Alors, Jules Sandeau est un des amis de la nombreuse tribu masculine que fréquente à l'époque George Sand à Nohant et à la Châtre. Hein. Il faut imaginer cela aussi. Hein. C'est pas non plus une solitaire. Hein. George Sand est très entouré, et initialement par ses compagnes de couvent, qu'ensuite elle a tendance à oublier ou à négliger ou à conjurer presque, hein. Mais peu à peu, ça va être une tribu en quelque sorte de jeunes gens,
Je vous passe les noms parce que c'est pas la peine de les rappeler au public, mais une série imposante de compagnons des environs, de la Châtre, des châteaux des environs, du Vernet, Papé, etc., le château d'Ars, le château du Coudray. Nous sommes dans un cercle provincial, mais assez relevé du point de vue social. Et dans ce petit monde-là, bien sûr, la future George Sand cherche des compensations à son vécu de femme mal mariée, bien sûr, et les trouve. Et effectivement, juste après, par hasard, juste après les journées de juillet parisiennes, nous sommes le 30 juillet, nous sommes à la Châtre, nous sommes au Coudray, je crois me souvenir. La Révolution qui chasse le roi Charles X. La rencontre de Jules Salmon se fait. Sandeau est un des autres, un parmi eux, un peu plus jeune, 6 ans de moins qu'elle, comme seront aussi Musset, et comme sera aussi Musset. Et donc, Sandeau, c'est le petit Jules, dira-t-on, dira-t-elle souvent. Elle le traitera un peu d'une façon maternelle. Et on se demande effectivement ce qu'ils font ensemble parfois. Et on cherche, comme Martine le suggérait aussi, la collaboration, la patte de Sandeau dans les œuvres du début. On y voit du Sand. Et Sandeau est pensé comme un petit peu aphasique, comme quelqu'un qui a du mal à s'y mettre, alors que Sand écrit très facilement, trempe ses doigts dans l'encre, comme dira Musset, exaspéré de la voir tremper ses doigts dans l'encre d'une façon si facile. De toute façon, pour explorer celles et ceux qui fréquentent la future George Sand, je renvoie à l'émission du cours de l'histoire du côté de Nohant, au centre du monde de George Sand, un des épisodes de la série George Sand, histoire de Séville. Martine Reed, c'est vrai que Jules Sandeau est un personnage intéressant ici parce que ne serait-ce que par son nom, Sandeau, nous avons déjà l'amorce de Sand, et puis c'est une collaboration qui dure 2 ans, mais nous l'entendons, elle est complètement déséquilibrée, qui aboutit 2 ans plus tard à ce roman Indiana. Mais là, signé G. Sand, uniquement G. Sand. Mais il y a cette proximité, moi j'aime beaucoup cette histoire extrêmement humaine avec George Sand. Nous ne sommes pas avec une autrice enfermée à Nohant, dans sa chambre, en train d'écrire des livres. Elle le fait peut-être, mais elle est toujours en lien avec d'autres gens. Oui, alors justement, ça a été bien rappelé, et c'est vrai que c'est une des caractéristiques de George Sand, c'est une extrême sociabilité. Alors c'est la sociabilité de son milieu, et assurément, elle fréquente essentiellement des petits châtelains des environs, familles qui sont liées à sa grand-mère depuis un temps absolument considérable. Mais ce qui est frappant et intéressant aussi dans le premier couple formé par George Sand, un vrai couple d'artistes, et on sait si ça, à terme, ça va être le grand modèle. Il faudrait un masculin équivalent qui serait soit en musique, soit en peinture, soit en littérature, une sorte de double masculin. Elle le rêve un peu avec Sandeau quand elle se lance dans un début, disons, de carrière, en tout cas de gratte-papier. Au départ, ils collaborent tous les deux à une revue, Figaro, puis à une autre, etc. On observera tout de même que Jules Sandeau finit à l'Académie française, donc ce n'est pas non plus, il publie des romans très régulièrement, et certes ils n'ont pas la force ni l'intérêt du reste de ceux de George Sand, mais tout de même il fait une carrière tout à fait honorable dans le domaine de la littérature. Donc elle ne s'était pas beaucoup trompée. Après, pour toutes sortes de raisons très évidentes, il paraît effectivement un peu à la traîne vis-à-vis d'elle. Et donc elle décide de voler de ses propres ailes. Et au moment d'écrire son premier roman, Indiana, et de le signer, le choix c'est donc G. Sand. Pourquoi ? Réponse. Quelques nouvelles publiées dans les revues du temps, la revue de Paris... par exemple, avec Georges avec un S. Et Georges, bien sûr, nous avons tous travaillé sur ce mystérieux prénom à l'anglaise, entre autres, dit-elle, parce que ça lui rappelait les Géorgiques, le Berry comme essence de la campagne française, Georges, la Géorgique, celle qui écrira ensuite La Mare au diable et les romans rustiques, n'est-ce pas ? Bon, il y a ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup... Quand même, si Georges apparaît lorsqu'elle publie l'Élia, et l'Élia étant une volonté de la part de Sand de devenir une sorte de Byron à la française, c'est le prénom un des prénoms de Byron.
Hein. C'est un prénom à l'anglaise, c'est donc ça la cosmopolitise, si on peut dire, d'une part, et ça la fait rentrer dans la cour des grands qu'elle vise. Et la réception de Lélia, il va pas s'y tromper, jusqu'à Chateaubriand, on va va la saluer comme étant un Byron français, le Byron, femme et français, hein, à la fois. Vous voyez, la double translation Byron réinventée par une femme en France. Vous nous l'avez dit avec beaucoup de pertinence, la jeune Aurore Dupin n'avait pas un plan pour devenir une romancière. Mais nous le sentons ici, le plan commence à se construire par le choix du nom et du prénom. Ça y est, Martine Reed, le trajet est là, intellectuel, elle va être romancière. Oui, le trajet est là et on voit qu'elle procède par étapes. Puisque Indiana est publié sous le nom de G-Sand, ça y est, on a une initiale qui a changé et puis elle va s'expliquer de manière qu'on peut aujourd'hui évidemment un peu interroger parce que ça paraît très simple et très beau. Le nom est tout pour la vente, on est bien dans un commerce du livre dont il faut tenir compte, et puis on va choisir, ma foi, un petit signe berrichon, on va garder Sand, le petit signe berrichon, les géorgiques, etc. Il se fait que George, une fois que c'est devenu George en réalité, eh bien c'est le prénom des rois d'Angleterre du temps, hein, tout de même, et c'est aussi bien sûr celui de Byron. Donc comme José Luis le disait à l'instant, il y a le souci à partir de Lélia. Et elle va dire, d'ailleurs, de façon intéressante, je fais la petite incise là, que au moment où Lélia est attaquée, au moment où son nom est attaqué, au fond, elle n'y tenait pas plus que ça. C'est en tout cas ce qu'elle dit dans l'histoire de ma vie toujours. Mais là, puisque la voilà en but à toutes sortes de critiques, elle défend et le nom et l'œuvre. Et donc, à partir de là, pas de doute possible. Elle est George Sand, sans S, bien entendu. Et ce nom, à consonance anglaise, manifestement, même s'il y a aussi une influence, c'est le nom de l'assassin de Kotzebue, mais ça paraît, voilà, c'est plus anecdotique. Oui. Elle veut pas, oui. Et elle veut pas, justement. Elle veut pas. Mais voilà, ce nom qui reste très étrange, assurément. Avec ce succès pour son roman Indiana, nous sommes en 1832, et l'année suivante, il y a cet autre roman, Lélia. Toujours difficile de faire la suite d'un succès, d'écrire après. Comment conçoit-elle Lélia, où là, elle est désormais George Sand? Alors, il y a une transition par un autre roman qui reste dans la tradition d'Indiana. C'est Valentine. Indiana, c'était déjà un roman de la femme mal mariée, de la femme qui a du mal dans son ménage et qui est tenté bien sûr par l'adultère. C'est le schéma de tous les romans ou de beaucoup de romans de l'époque. Valentine, c'est la même chose, le même scénario en quelque sorte, mais transposé dans le Berry cette fois-ci. Premier roman berrichon déjà. Donc elle a déjà décliné en quelque sorte la structure du premier dans le second. En revanche, Lélia, c'est une rupture. Elle est entrée en littérature en écrivant des romans de la vie privée. C'est un espace qu'a occupé Balzac avant elle. Et d'ailleurs, Latouche, qui est son intercesseur parisien à l'époque, directeur du Figaro, mais aussi écrivain, Fragoletta, Latouche se méfie beaucoup de son premier roman, Indiana. Il dit, d'une façon assez méprisante, école de Balzac. Bon. Et Sand en est très affecté, mais en effet, il y a du Balzac dans Indiana. Il y a un Balzac féminin, au féminin, mais c'est bien ça qui se passe. Et les thèmes féminins et féministes ont déjà été traités par Balzac lui-même, en particulier dans ce qui deviendra peu à peu La femme de 30 ans. Donc, Sand, entrant par cette porte dans le littéraire, occupe une place romanesque dans le roman, qui n'est plus le roman sentimental des femmes de la Restauration, dont se moquait constamment Stendhal, roman pour femmes de chambre, mais elle entre dans une case du roman qui est le roman déjà qui se fait, le roman à la mode, le roman inventif des débuts des années de la marché de juillet. Voilà. En revanche, Lélia, c'est une rupture. Ce n'est plus vraiment un roman. C'est un roman-poème, diront ensemble, en fait, sans s'être concertés, à la fois Sainte-Beuve et Planche. Roman-poème. Et ça commence par des lettres
des lettres lyriques. Ça s'ouvre par des lettres lyriques envoyées par Stegno à Lélia. On comprend pas. Nous tombons dans un autre monde. Nous ne sommes plus dans le petit roman pépère de la vie de province ou de la vie parisienne. Non, nous sommes dans une autre sphère. Lélia, la première édition, c'est 1833, et d'autres éditions paraissent par la suite, auxquelles George Sand offre des préfaces. Par ce type d'œuvre, dans le champ littéraire du moment, George Sand propose quelque chose de très nouveau. Alors, en tant qu'autrice, et au-delà même du genre, mais dans cette réflexion sur le genre, vous êtes, vous, l'autrice de cet ouvrage, Le sexe de la littérature. Oui, alors moi, ce qui me frappe à la relecture de Lélia, c'est au fond à quel point ce roman-là, d'abord, ne ressemble à aucun autre. Et ça, bien sûr, je partage tout à fait les vues qui viennent d'être exprimées. On était plutôt dans du Balzac. Alors ça a l'air de diminuer un peu le talent de George Sand de dire finalement, elle imite Balzac. C'est pas tout à fait ça. On est tous d'accord, je pense. Mais en revanche, avec Lélia, on a un geste très étrange qui, à mon sens, ne sera fait par personne à la même époque, c'est-à-dire une sorte de roman laboratoire. C'est à la fois un essai poétique, on l'a entendu dans la citation, c'est à la fois une recherche en matière de philosophie, en matière de politique, en matière existentielle. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Qu'est-ce que c'est que la sexualité? Qu'est-ce que sont les rapports des hommes et des femmes? Qu'est-ce que ces hommes, qu'en tant que femme, j'ai en face de moi? Demande Lélia, etc. Et là, elle décline toutes sortes de possibilités, elle analyse. Alors certes, les personnages seraient plutôt des types, mais enfin, elle-même dit très bien, ce n'est ni une allégorie, ni tout à fait du réel. Elle est une sorte d'équilibre, hein, on la voit un peu en équilibriste de la littérature, essayant de combiner tout à la fois. Et d'ailleurs, le réécrivant, ce texte-là, qui fait scandale, ça a été rappelé, et par elle-même d'ailleurs, ce texte-là, il est réécrit, parce que, dans un sens, c'est une sorte de matrice de tout ce qui va suivre. Ça, c'est tout à fait remarquable. Et je pense pas qu'on ait, et je ne sais pas ce qu'en pense José Louise de son côté, mais il y a effectivement pas d'équivalent à ce geste-là, qui est aussi un cri de désespoir, bien sûr. Dans la première version, ça se termine très mal. Oui, bien sûr. Oui, il y a deux versions. Il n'y en a pas 50 000, il y en a deux. Oui. Une en 33 et une en 39. Et la deuxième est tout à fait différente. Tout à fait différente. Tout en reprenant la matière du premier, elle transforme le livre, elle lui donne un autre sens. Un sens nouveau. En gros, si on dit les choses simplement, l'Iliade de 33, c'est le désenchantement au féminin. L'école du désenchantement, comme disait Paul Bénichou. Nous sommes en plein dans ce moment de l'histoire littéraire. Et Lélia, attrapant l'influence de Byron et la déclinant au féminin dans Lélia, effectivement, est la meilleure expression du mal du siècle d'après 1833, que son ami compagnon Musset exprimera en 36, dans la confession d'un enfant du siècle. Mais déjà, cette expression est présente dans Lélia, par deux fois, avec un sens différent, il est vrai. Mais voilà, Lélia, c'est le désenchantement et à la fois un roman-poème. Donc nous sommes très loin du petit roman qu'elle avait commencé à écrire et qu'elle réécrira ensuite, une fois après qu'elle va reprendre le fil. Lélia, c'est une parenthèse. Par rapport à cette parenthèse, il y aura d'autres éclats de ce genre. Ce seront les romans poétiques qui viendront ensuite. Et l'édition de 39 change littéralement l'approche. Tout à fait. Ça ne veut plus rien dire. Elle finit à Besse, Lélia. Lélia, qui était suicidaire. Le roman se finissait par la mort de Stegno, par la mort de Lélia, et d'une façon dramatique, bien sûr. Se change tout entière parce que Lélia devient quelqu'un qui a une philosophie, une religion. Laquelle religion était déjà présente dans l'Élia, le sentiment religieux était très fort, de révolte aussi contre la religion et contre l'oppression religieuse aussi, mais à la fois de recherche d'une religion. C'est toujours un petit peu, notre ami George Sand est toujours entre les deux. Il faut qu'il y ait deux pôles pour que ça existe. Et donc, les deux pôles aussi, c'est l'Élia. C'est les deux versions de l'Élia. C'est assez fou quand même. C'est un roman qu'elle réécrit, mais elle réécrit pour lui donner un sens tout à fait différent, inverse presque de celui qu'avait la Lélia initiale. Ben ça y est.
Aurore Dupin est devenue George Sand. Oui. Bah, ça, c'est grâce à vous, mais merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Martine Reed, je rappelle votre George Sand, publié dans les biographies Folio, et puis le sexe et la littérature chez Gallimard. Et merci José-Louise Diaz aussi, parce que il y a donc cette édition de Lélia, et je pense qu'auditrices et auditeurs ont fortement envie d'aller lire ce texte. Et puis, il y a moi qui ai vécu tant de vie, George Sand et ses métamorphoses, publié chez Champvallon. Merci beaucoup à tous les deux. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, du côté de Noran, au centre du monde de George Sand. Avant de pénétrer dans la maison de George Sand, je regarde la petite place où se concentre à peu près toute la vie du minuscule village de Nohant. Le mur et le portail du domaine de Sand encadrent la place qu'ombragent 4 ormes et 2 noyers. Décor charmant pour un opéra comique. Je pense aux fidèles qui vécurent ici, dans l'affection rayonnante de celle qu'ils aimaient, sœur, amante ou mère, mais toujours amis dévoués. C'est Gabriel Faure, en 1953, écrivain, poète. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, à la technique Ludovic Auger, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Copé, Sidonie Lebeau, Luce Mourant, Chloé Rouillon et Jeanne Delecroix. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.